Yves Gaudin, vous dites, alors là, il va falloir que vous précisiez votre pensée parce que franchement, ça nous fait froid dans le dos. L'épidémie ne va pas s'arrêter dans le monde à la fin du confinement en France. Il faut que ce soit très clair. Ce n'est pas comme le premier épisode de SRAS. On va devoir vivre avec ce virus. Expliquez-nous. Bon, ce qu'on voit clairement, c'est que alors que le SRAS, on avait quand même réussi à juguler l'épidémie, hein, il y avait eu du cas en tout dans le monde. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est sur un recensement de plus d'1,3 million cas. Ça, c'est les chiffres officiels sur la carte du John Hopkins. Mais beaucoup de gens pensent à cause des tests et pour plein de raisons, on n'arrive pas à avoir le nombre exact de malades. Donc, on pense qu'il y en a 5, peut-être 10 fois plus dans le monde. Et évidemment, il y a peut-être 10 millions de personnes malades, asymptomatiques ou pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le nombre qu'on nous donne est sous-estimé, et c'est comme ça dans tous les pays, parce qu'il y a certainement des asymptomatiques, et il y a aussi des gens qui sont en train d'incuber la maladie. Hein. Ça, il ne faut pas oublier qu'on a un temps d'incubation médian de 6 jours, mais qui peut durer jusqu'à quasiment 2 semaines. Donc vous voyez que tous ces gens-là ne sont pas comptés à l'heure actuelle et sont déjà contaminés. Ça, c'est la première chose. Donc c'est partout dans le monde. On pense très raisonnablement que tous les pays qui ont adopté la stratégie du confinement vont s'en sortir, mais vous voyez bien qu'on n'est pas synchrone. Les Anglais et les États-Unis sont en retard. On sait aussi que dans certains pays, le confinement sera beaucoup plus difficile à mettre en place. Il y a des pays où le virus va continuer à circuler à bas bruit. Donc, on peut s'attendre à des résurgences quand bien même on arrive à juguler l'épidémie dans cette première partie. Yves Gaudin, vous suivez de très près ce virus, son évolution, sa circulation. Dans l'hypothèse optimiste, vous dites « Nous pouvons espérer une période de répit jusqu'à fin août ». En France, ça veut dire quoi une période de répit ? Une période de répit, ça signifie que probablement on aura des cas sporadiques, un petit peu dispersés sur le territoire. Mais si on regarde par exemple ce que les chiffres de la Corée et de la Chine à l'heure actuelle, alors ils valent ce qu'ils valent, mais je pense que la Corée c'est quelque chose d'assez fiable. On a une centaine de cas par jour nouveaux. Donc, mais ça c'est tout à fait gérable. Pas par tout ce qui est santé publique, en fait. Oui. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peu de malades et moins d'encombrement dans les hôpitaux, moins de personnes aux urgences et en réanimation jusqu'au milieu de l'automne. Voilà, très probablement. Et après, en automne, le pire n'est jamais certain, le meilleur non plus. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on s'attend à l'automne quand même à une résurgence. D'abord parce que les gens, il y a des comportements qui changent entre l'été et l'automne. Il y a aussi l'immunité qui s'affaiblit pendant les périodes froides. Et puis, il y a aussi toujours la stabilité de ces fameux aérosols et de ces fameuses gouttelettes et du virus dans l'environnement qui est modifié. Donc voilà un ensemble de paramètres qui fait qu'on peut craindre une résurgence de l'épidémie en automne. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit absolument moins intense que ce qu'on connaît maintenant. Voilà. Pourquoi dites-vous qu'il faut se préparer à vivre avec ce virus au minimum pendant 18 mois à 2 ans ? D'abord, le point, c'est l'immunité qu'on qualifierait en médecine vétérinaire d'immunité de troupeau, mais ça pourrait être péjoratif, donc on va parler d'immunité collective. Et en fait, cette immunité collective, elle va être acquise quand il y aura suffisamment de personnes qui auront été en contact avec le virus et donc qui, par conséquent, a priori, parce qu'il faut toujours être prudent, seront protégés. Par ailleurs, ce qu'on peut espérer, c'est aussi développer un vaccin. A priori, on peut espérer toujours, voilà. Et donc, avec ça, on aura une immunité qui va être beaucoup plus importante dans la population. Et quand on aura atteint 40 à 50% des gens qui auront déjà été contactés avec la maladie, vous voyez, quand il y a un contact entre 2 personnes, si on a 50% des gens qui sont protégés, on diminue par 2 le risque de contamination. Et on montre que, comme le R0 de la maladie est autour de 3, entre 2 et 3, mettons 3, si on divise si on divise, disons, le taux de contact reste le même, mais si lors d'un contact on tombe 2 fois sur 3 sur quelqu'un qui a déjà eu la maladie, on ne peut pas transmettre. Vous voyez ? Je comprends, Yves Gaudin. Et vous ajoutez, ça sera ma dernière question, vous ajoutez, il faudra au moins 1 milliard de masques par mois en France. 1 milliard de masques à porter obligatoirement ? Alors ça, moi, c'est pas moi qui l'ai ajouté, c'est quand j'ai discuté avec la personne qui a préparé l'entretien. C'est sûr que si on compte le nombre de masques, mettons en donnant 3 masques par semaine à un individu, d'accord ? Ça fait 200 millions. C'est un calcul tout simple que tous les Français peuvent faire. Je suis désolé, mais parfois les gens doivent regarder les chiffres et y réfléchir. 200 millions x 4, ça fait 800 millions de masques par mois. Si en plus le personnel soignant, si on monte à 4 par semaine, vous voyez, très vite on arrive à 1 milliard de masques par mois en France.
Voilà, donc vous voyez que ce sont des sommes considérables, d'où les intéressants tutos qu'on voit maintenant fleurir sur Internet, dont certains sont très sérieux. Vous regardez la norme AFNOR, et je pense que chacun peut aussi se faire des masques avec ses voisins. Moi, j'ai pas de machine à coudre chez moi, mais avec ses voisins, en respectant pour l'instant la sécurité, enfin les distances de sécurité, il y a moyen de se protéger quand même efficacement et de diminuer ce fameux R0 qui propage l'épidémie. Voilà.